Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien ainsi que votre famille. Bienvenue sur Djelia, l'émission éducative qui vise à vulgariser l'histoire de l'Afrique de la préhistoire à nos jours, à l'aide de Djeli, d'historiens, d'écrivains, de journalistes. Je m'appelle Asker, je suis né en France et afrodescendant car originaire de l'Empire du Mali. Si comme moi, vous méconnaissez votre histoire et vos origines, et vous voulez savoir quel héritage culturel vous pouvez transmettre à vos enfants et aux générations futures, vous êtes au bon endroit, installez-vous confortablement, on s'occupe de tout. Jelia, 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 Jelia. Vous êtes toujours sur Djelia, notre histoire, notre héritage. Votre émission éducative qui vise à vulgariser l'histoire de l'Afrique. Nous allons découvrir ensemble des histoires puissantes et inspirantes. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet rarement abordé mais essentiel. L'histoire des Noirs en Europe. Pour aborder ce thème, nous allons nous appuyer sur le livre de l'écrivaine Olivette Otélé, intitulé « Une histoire des Noirs d'Europe », édité chez Albin Michel en mars 2022. L'autrice est en réalité une historienne franco-britannique et spécialisée dans l'histoire coloniale, la mémoire collective et les contributions des afro-descendants en Europe, notamment à travers des récits de résilience et d'identité culturelle. Alors, pourquoi est-ce important d'aborder ce thème aujourd'hui ? Parce que trop souvent, cette histoire est ignorée ou effacée des récits officiels. Or, selon Marcus Garvey, un homme qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. L'identité des héritiers d'Afrique en Europe ne peut donc être pleinement comprise sans cette étape indispensable. Imaginez une Europe sans les poèmes d'Alexandre Pouchkine, sans les compositions de Joseph Bologne que nous entendons en fond sonore. Écoutez. Écoutez ce concerto au violon intitulé comme une œuvre qui illustre la virtuosité du compositeur. Imaginez une Europe sans la bravoure militaire d'Hannibal. Toutes ces figures, et tant d'autres, témoignent de la richesse et de l'impact des Afro-Européens sur ce continent. Cette histoire complexe est marquée par des triomphes, des luttes et des contributions essentielles dans la culture, la politique et les sociétés européennes. En redécouvrant ces récits, nous enrichissons notre compréhension collective et donnons la place qu'ils méritent à ceux qui ont façonné l'histoire. Préparez-vous à un voyage captivant à travers les siècles, un voyage qui montre que les afro-descendants sont et ont toujours été une partie intégrante et légitime de l'histoire européenne. Chapitre 1 : Aux origines de la présence africaine en Europe. En réalité, les liens entre l'Afrique et l'Europe remontent à des milliers d'années. D'ailleurs, dès l'Antiquité, des figures africaines jouaient des rôles centraux dans l'Empire romain. L'exemple le plus célèbre est Septime Sévère, un empereur né en Afrique du Nord en 145 après Jésus-Christ, qui dirigea l'Europe avec sagesse et fermeté, en consolidant ses frontières et entreprenant une série de réformes administratives et militaires qui renforcèrent l'Empire romain dans une période véritablement troublée. Mais il n'était pas seul pour cette tâche. Des soldats morts, dont on va parler plus loin, servaient dans les légions romaines, protégeant les frontières comme le mur d'Adrien en Angleterre. Ces soldats africains étaient respectés pour leur bravoure et leur discipline, et des inscriptions retrouvées dans cette région attestent de leur présence. De plus, le commerce transsaharien, quant à lui, à cette époque, reliait les grandes villes africaines comme Tombouctou aux ports méditerranéens. Ce commerce ne se limitait pas aux biens matériels comme l'or, les épices ou encore malheureusement la traite.
mais également la présence militaire, incluait des idées et des technologies qui allaient transformer l'ensemble des sociétés européennes. Des savants africains ont également voyagé vers l'Europe pour partager leurs connaissances, contribuant au développement des sciences et des lettres européennes. Je vous présente Juan Latino, un érudit d'origine africaine qui a vécu en Espagne au XVIe siècle. Il est né esclave, il a été affranchi et a poursuivi les études qui l'ont mené à devenir un professeur respecté de poésie latine à l'université de Grenade en Espagne. Ses travaux, notamment ses poèmes dédiés aux figures royales, montrent comment les connaissances africaines ont enrichi le paysage intellectuel européen. Dans cette Espagne médiévale, les Maures, qui sont en réalité une population assez complexe dans le sens où ils sont très diversifiés, issus de nombreuses traditions berbères et arabes, et vivaient dans plusieurs royaumes et empires du Maghreb et d'Espagne. Ils se sont développés une véritable culture et une économie complètement distinctes. Ce peuple maure a introduit des avancées scientifiques, des innovations architecturales et des textes philosophiques qui allaient remodeler toute la culture européenne. Ces apports, souvent méconnus, montrent que l'Europe médiévale n'était pas isolée, mais profondément influencée par les savoirs africains et arabes. Un exemple marquant est l'introduction de techniques agricoles comme le système d'irrigation et les savoirs médicaux venus d'Afrique qui ont eu des répercussions profondes en Europe, influençant la manière dont les terres étaient cultivées et la santé publique était envisagée. Ces techniques avancées, comme les norias, qui sont en réalité des roues à eau, et les canaux souterrains, les kanates, ont transformé l'agriculture européenne, permettant une gestion plus efficace de l'eau dans les régions arides. De même, les connaissances musicales des savants africains, comme celle de ce personnage Ibn al-Nafi, c'est un théoricien de la circulation pulmonaire, ont influencé la médecine européenne via les traductions latines de leurs travaux. Les savants africains ont également introduit des textes philosophiques et scientifiques en Europe. Un autre personnage emblématique, qui s'appelle Ahmed Baba de Tombouctou, né en 1556, décédé en 1627 à l'âge de 71 ans, c'était un éminent érudit théologien, juriste et auteur ouest-africain, considéré comme l'une des figures intellectuelles majeures de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Bien qu'il ait principalement produit des travaux destinés au monde islamique, la tradition savante dont il faisait partie s'inscrivait dans un continuum d'échanges intellectuels qui incluait l'Europe médiévale. Dans cette même période de l'histoire, souvent appelée Al-Andalou, des villes comme Cordoue, en Espagne, devenues des centres de savoir et de culture, des scientifiques, philosophes et artistes africains ont contribué à une effervescence intellectuelle qui a jeté les bases de la Renaissance européenne. Par exemple, d'autres savants comme Ibn Rushd, plus connu sous le nom de Averroès, ont traduit et commenté des œuvres grecques permettant la préservation et la diffusion ultérieure en Europe. Ce transfert de savoir est une preuve supplémentaire de l'interconnexion profonde entre les deux continents. Ces influences, combinées aux traditions locales, ont jeté les bases d'une culture européenne diversifiée. Ces textes, traduits et diffusés dans les universités européennes, ont permis des avancées en mathématiques, en astronomie, mais également en médecine. Ces nombreuses influences sont parfois invisibles dans le récit historique dominant que nous connaissons, mais elles sont au cœur de véritables révolutions intellectuelles. Dans la Renaissance italienne, des Africains ont également influencé les arts et la philosophie. Des figures comme Alexandre de Médicis, surnommé le Médicis noir, fut le premier duc de Florence au XVIe siècle. Il est né d'une mère africaine et d'un Européen, incarnant à la fois les tensions raciales et les dynamiques de pouvoir de la Renaissance italienne. Alexandre de Médicis et Catherine de Médicis, qui fut reine de France, étaient tous deux demi-frères et demi-sœurs, par leur père Laurent II de Médicis. Chapitre 2. Figures emblématiques des Africains en Europe. Effectivement,
l'impact s'étendait à toutes les strates de la société européenne. Un scientifique, James Africanus Horton, un médecin et chercheur sierra-léonais, a étudié en Écosse au XIXe siècle et a révolutionné la compréhension des maladies tropicales. Ces travaux ont non seulement aidé l'Afrique de l'Ouest, mais ont également influencé les recherches médicales européennes. En littérature, Alexandre Pouchkine, dont on a parlé en introduction, est né en 1799 et mort en 1837 à l'âge de 37 ans. Ce poète est souvent considéré comme le véritable père de la littérature russe. Pouchkine est en réalité l'arrière-petit-fils et descendant d'Abraham Hannibal. Abraham Hannibal, ou simplement appelé Hannibal, qui lui est né en 1696 et décédé en 1781 à l'âge de 85 ans, ce dernier était un esclave devenu militaire et commandant afro-russe. Il fut capturé en 1703 par des esclavagistes musulmans dans le bassin du Logone entre le Tchad et le Cameroun actuel et amené à Constantinople. C'est là justement qu'il fut acheté clandestinement pour le compte de Pierre le Grand. Il devient le secrétaire de l'empereur et se fait remarquer par ses aptitudes intellectuelles et termine sa carrière comme général en chef de l'armée impériale russe. Son influence sur les tactiques militaires européennes est indéniable. De même, son audace, lors de la fameuse traversée des Alpes, reste un exploit étudié dans les écoles militaires du monde entier. Il est donc l'arrière-grand-père maternel du poète russe, Alexandre Pouchkine. Alexandre Pouchkine a d'ailleurs célébré l'histoire de son ancêtre dans son roman inachevé Le Nègre de Pierre le Grand, ce qui témoigne de l'importance de cette lignée africaine dans son propre héritage personnel. Il est important et essentiel de mentionner Anton Wilhelm Amo, né en 1703, décédé en 1759, ce philosophe ghanéen qui enseignait dans les universités allemandes au XVIIIe siècle, considéré comme le premier philosophe africain à avoir acquis une renommée en Europe. Il a étudié et enseigné dans des universités allemandes. Son travail sur la métaphysique, l'épistémologie et la critique du racisme a ouvert la voie à une plus grande reconnaissance de l'apport intellectuel des Afro-Européens dans l'histoire européenne. Ces travaux philosophiques remettaient en question l'ensemble des préjugés raciaux et exploraient l'égalité des droits. Autre discipline, la musique. Le compositeur Samuel Coleridge Taylor, né en 1815 et décédé en 1912 à l'âge de 37 ans, il est d'origine sierra-léonaise et a utilisé son art pour célébrer ses racines africaines tout en enrichissant le patrimoine musical européen. Ses œuvres, qui combinent des influences africaines et européennes, sont une preuve de l'universalité de la musique. Une autre personnalité dont on a parlé en introduction également, Joseph Bologne. Joseph Bologne était un fils d'une esclave africaine nommée Nanon, originaire d'Afrique de l'Ouest, et fils également de Georges Bologne de Saint-Georges, un riche planteur français. Joseph est né en 1745 et est décédé en 1799 à l'âge de 53 ans. Ce compositeur et escrimeur talentueux, appelé aussi le Chevalier de Saint-Georges, a vraiment marqué l'histoire européenne par son génie et sa résilience. En effet, les hussards américains ont été officiellement formés en 1792 pendant la Révolution française sous le commandement de Joseph Bologne. Cette légion, également connue sous le nom de Légion Saint-Georges, comprenait de nombreux soldats d'origine africaine ou antillaise. Ils étaient notamment des esclaves affranchis et africains, recrutés pour défendre les idéaux révolutionnaires d'égalité et de liberté. Parmi les figures notables ayant servi dans cette unité, figurait Thomas Alexandre Dumas, père de l'écrivain Alexandre Dumas, auteur notamment des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo. Cette unité illustre non seulement l'engagement des Afro-Européens dans la défense des valeurs révolutionnaires, mais également leur lutte constante pour la reconnaissance et l'égalité au sein des sociétés européennes.
D'autres figures moins connues, les sœurs Nardal. Paulette Nardal, qui est née en 1896 et décédée en 1985, et Jeanne Nardal, née en 1900 et décédée en 1993, elles sont toutes deux originaires de Martinique et ont été des figures intellectuelles majeures du début du XXe siècle. Elles ont joué un rôle déterminant dans l'émergence de la négritude, ce concept qui est en réalité un mouvement littéraire et politique qui affirme la fierté des identités noires et l'unité de la diaspora. À travers ce mouvement, il faut savoir que l'histoire nous raconte que ces deux femmes ont été les pionnières de ce concept et elles ont apporté une influence importante aux figures de la négritude, comme Aimé Césaire, qu'on ne présente plus, ou encore Léopold Sédar Senghor. Un autre Martiniquais, Frantz Fanon, une figure majeure moderne, qui est l'auteur du fameux ouvrage Peau noire et masque blanc, dans lequel il analyse les dynamiques raciales et qui offre des perspectives encore pertinentes aujourd'hui. Il est également crucial de mentionner Christiane Taubira, figure politique et militante des droits civiques en France. La loi Taubira, adoptée en 2001, reconnaît désormais la traite négrière transatlantique et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Affirmant l'importance du devoir de mémoire et de l'enseignement de ces faits historiques, Taubira incarne l'importance de revisiter le passé pour construire un avenir inclusif. Ces exemples, l'ensemble de ces modèles montrent bien que les Noirs ont laissé une empreinte indélébile et durable dans l'ensemble des domaines. Évidemment, la liste de ces personnages n'est pas exhaustive. L'œuvre d'Olivette Otélé est une véritable mosaïque culturelle et pluridisciplinaire des plus grands personnages noirs qui ont marqué l'Europe. Afin de pouvoir illustrer les propos de l'autrice, je vous propose d'écouter un enregistrement qui a été mené par Kevin Donna le 16 décembre 2022. Écoutons. Il y a un besoin de se réapproprier des personnages, là je vous cite, des personnages historiques afin d'exhorter la communauté à apprendre son histoire. Pour le duc de Florence, Alexandre de Médicis, ça va être le cas. On a Alfonso Schomburg, le fondateur du Schomburg Center, qui va lui consacrer un article dans les années 1930. En quoi est-ce que c'est important justement de se réapproprier ces personnages-là, à votre avis ? Et je pense que c'est un travail, pas seulement un travail mémoriel qui va donner sens et qui va aider les jeunes générations à comprendre que leur histoire n'est pas qu'une histoire basée sur l'exploitation et l'esclavage, mais c'est aussi une histoire qui concerne tout le monde. C'est une histoire qui concerne l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, etc. Et c'est de montrer que les clivages qu'on fait entre histoire des Noirs et histoire d'Europe n'ont pas normalement lieu d'être. Donc, c'est une revendication identitaire, mais c'est aussi une inscription d'une histoire dite minoritaire dans une histoire universelle beaucoup plus importante, quoi. C'est l'appartenance finalement à la race humaine, et je vais utiliser le terme race exactement comme je l'entends, quoi, l'appartenance à un groupe commun. Propos édifiants d'Olivette Otélé, qui nous démontre en quoi son livre participe à l'histoire et à la mémoire collective de l'ensemble des peuples. Chapitre 3. Lutte pour la reconnaissance et résilience. Les Africains en Europe ont souvent dû lutter pour leurs droits et leur reconnaissance. D'ailleurs, dès le XVIIIe siècle, des figures comme Oloda et Kano ont dénoncé les injustices de l'esclavage. Les mémoires de ce dernier, publiés en 1789, ont sensibilisé le public britannique et joué un rôle clé dans le mouvement abolitionniste. Oloda et Kano, qui est né en 1745 dans l'actuel sud-est du Nigeria, décédé en 1797 à Westminster, à Londres, à l'âge de 52 ans. Il est l'auteur de la passionnante autobiographie d'un esclave affranchi. Cette autobiographie détaille en réalité son expérience d'esclave qui a joué un rôle crucial dans le mouvement abolitionniste européen, car il a permis de sensibiliser le public
aux véritables horreurs de l'esclavage. Au XIXe siècle, des communautés afro-européennes à Londres et à Paris ont fondé des organisations pour promouvoir leurs droits. En Grande-Bretagne, à Londres, The African Institution qui a été créée en 1807 ou encore The Sons of Africa en 1780, ces deux organisations composées d'anciens esclaves africains, comme Oleda Ekiano qu'on vient de citer, ou encore Otoba Kugwano, qui militaient activement contre l'esclavage et pour les droits des afro-descendants. Pour ce faire, ils utilisaient des pétitions, des publications, mais également des discours publics pour vraiment apporter une sensibilisation profonde au public britannique. À Paris, des sociétés du même type ont pu être créées, comme la Société des gens de couleur, qui elle est née après la Révolution française. Une autre organisation, appelée la Société des Amis Noirs, née en 1788, elle a été fondée à la fin du XVIIIe siècle. Son influence s'est prolongée au XIXe siècle. Ces organisations, composées d'intellectuels et d'abolitionnistes, se battaient pour la fin de l'esclavage et pour les droits des hommes libres de couleur dans les colonies françaises. Si on continue à faire un bond dans le temps, dans les années 60, ces luttes se sont poursuivies avec des manifestations contre les discriminations et les grèves et pour améliorer les conditions de travail. Dans les années 1970, en Angleterre, des communautés noires telles que Black Panther United Kingdom ou Race Today Collective. En France, on trouve le mouvement des travailleurs antillais et africains. L'ensemble de ces mouvements, que ce soit en France ou en Grande-Bretagne, ont dénoncé les discriminations dans le logement, l'accès à l'emploi et la brutalité policière en France. Ces organisations ont intensifié leur lutte contre les discriminations raciales en Europe. En Grande-Bretagne, des marches pour l'égalité ont attiré l'attention internationale, révélant l'ampleur des injustices structurelles. Ces initiatives ont pu inspirer des lois, comme cette loi très connue, Race Relations Act de 1976, et des réformes pour protéger les droits des minorités. Continuons dans le temps, et là on arrive dans les années 80, où les émeutes de Brixton en 1981 ont mis en lumière les tensions raciales, les inégalités systémiques en Grande-Bretagne. L'un des leaders influents impliqués dans ces événements et dans la lutte contre les discriminations raciales qui les entouraient était Darcus Howe. Ce personnage emblématique est né à Trinidad en 1943, où il a immigré en Grande-Bretagne après cela. Il est devenu un militant des droits civiques et est décédé le 1er avril 2017 à l'âge de 74 ans. Les années 1990 ont également vu l'émergence de nouvelles voix afro-européennes. Des auteurs, des artistes, des militants comme Maryse Condé, l'écrivaine guadeloupéenne, Caril Phillips, l'écrivain britannique, Youssou N'Dour, l'artiste sénégalais, Rokia Traoré, l'artiste malienne, Stuart Hall, le théoricien culturel britannique, tous ont commencé à revendiquer leur place dans le récit européen, soulignant que l'histoire de l'Europe est incompréhensible sans intégrer celle de ses diasporas africaines. Les Noirs ont également joué un rôle clé dans la dénonciation des inégalités systémiques dans le domaine de l'éducation et de l'emploi. Au XXe siècle, des associations telles que SOS Racisme en France ont émergé pour confronter les injustices sociales et promouvoir une société beaucoup plus inclusive. Dans les années 2000, on voit l'émergence de mouvements comme Black Lives Matter en Europe, inspirés par les luttes afro-américaines. Ces mouvements ont encouragé une réflexion sur le colonialisme et ses séquelles dans les sociétés européennes modernes. Ils ont également renforcé la solidarité entre les diasporas à travers le monde. Au XXIe siècle, les Noirs en Europe continuent de se battre pour la reconnaissance et l'égalité. Des initiatives comme les Journées de la mémoire de l'esclavage, organisées dans plusieurs pays européens, contribuent à sensibiliser le public et à honorer les luttes passées et présentes. Ces dernières années, des initiatives comme le Pan African Film Festival en Europe ont permis de célébrer les récits afro-descendants à travers le cinéma,
offrant une plateforme pour raconter des histoires qui sont souvent absentes des grands médias. Chapitre 4. L'héritage contemporain des afrodescendants. Si on entre dans le domaine des sciences, on peut citer Abazi N. Obong, fondateur de 54 Gènes, qui a lancé cette start-up biotechnologique en 2019, dont l'objectif principal est de combler le déficit de données génétiques africaines dans les études médicales mondiales. En particulier dans la recherche sur les maladies génétiques, pour améliorer le traitement adapté aux populations d'origine africaine. Dans le domaine des médias, des journalistes comme Rokhaya Diallo, Christine Kelly, Harry Roselmack, Audrey Pulvar, mais également Claudie Siard, l'animateur radio et journaliste guadeloupéen qui a longtemps milité pour les droits des afrodescendants en France. Pour ce qui est de la Grande-Bretagne, on peut également citer Trevor McDonald ou encore Claudia Jones. Enfin, aux Pays-Bas, on peut citer également Sylvana Simons. L'ensemble de ces personnalités ont joué un rôle crucial dans la promotion de la diversité et l'inclusion dans les médias européens, inspirant de nombreuses personnes et contribuant à une représentation plus équitable des minorités. Dans le domaine de la mode, des créateurs africains comme Virgil Abloh, à la tête de Louis Vuitton, montrent que les contributions africaines continuent de redéfinir l'esthétique européenne moderne. Leur succès reflète une réinvention des récits culturels et une ouverture progressive à la diversité. Autre personnage de la mode, Grace Wales Bonner, une créatrice britannique d'origine jamaïcaine qui explore les intersections entre l'esthétique européenne et les racines africaines. Son grand travail redéfinit les normes de beauté et célèbre les identités multiculturelles. Dans le domaine du cinéma, des réalisateurs comme Steve McQueen, un réalisateur, scénariste et artiste contemporain, britannique, né le 9 octobre 1969 à Londres, il est surtout connu pour ses films qui abordent des thèmes tels que la liberté, la domination et les problématiques sociales. Il est réalisateur de 12 ans d'esclavage. Il utilise son art pour raconter des histoires puissantes sur la diaspora africaine et son impact global. Un autre réalisateur emblématique, américain, qui explore avec profondeur les enjeux raciaux, Spike Lee. L'ensemble de ces enjeux sociaux et culturels, en lien avec les afrodescendants, à travers des films majeurs comme Do the Right Thing, en 1989, une dénonciation des tensions raciales, ou encore Malcolm X en 1992, un biopic puissant sur le leader afro-américain. Dans les arts visuels, des artistes comme Yinka Shonibare explorent les thèmes de la colonisation et de l'identité à travers des œuvres percutantes. Ces contributions modernes montrent que l'héritage des Noirs continue d'enrichir et de défier les normes culturelles européennes. En ce qui concerne la technologie, des entrepreneurs et innovateurs afro-européens apportent des contributions majeures dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables. Ils montrent en cela que l'héritage africain continue de jouer un rôle crucial dans l'innovation mondiale. Et si on doit parler d'innovateurs issus du continent, il faut absolument citer Rebecca Enochang, la fondatrice d'Aptech en 1999, ou encore Omar Cissé, le fondateur de la plateforme InTouch en 2014. Tous deux ont contribué à la transformation des systèmes technologiques et financiers, intégrant les solutions africaines dans le paysage européen de l'innovation. Dans la littérature, des Africains comme Teju Cole, qui est né en 1975 aux États-Unis, de parents nigérians, il explore les réalités complexes des diasporas africaines en Europe, mêlant expérience personnelle et réflexion sociétale dans des œuvres acclamées par toute la critique. D'autres auteurs, comme Chimamanda Ngozi Adichie, elle explore les complexités de l'identité africaine dans un monde globalisé. Ses contributions montrent que l'héritage n'est pas figé dans le passé, il continue d'enrichir les sociétés et de transformer les sociétés modernes. Pour terminer, nous aborderons un dernier personnage dans la musique, Stormzy,
un artiste britannique né en 1993 à Croydon, London. Il est de parents ghanéens. Il est l'une des figures majeures de la musique grime, un genre musical né dans les quartiers populaires du Royaume-Uni. Stormzy utilise sa musique pour aborder des thèmes contemporains tels que les inégalités sociales, le racisme et les luttes des diasporas africaines, tout en célébrant ses racines ghanéennes. Je terminerai ce podcast par conclure que chacune des histoires que nous venons de partager est bien plus qu'un simple rappel du passé. Ce sont des étoiles dans un ciel que l'on croyait obscur, des jalons qui nous guident dans la construction d'un futur plus éclairé. En revisitant ces récits, nous ne faisons pas qu'honorer ceux qui nous ont précédés. Nous affirmons avec force que l'identité européenne est et a toujours été enrichie par les afro-descendants. Ces contributions sont des preuves vivantes de la résilience, de la créativité et de l'ingéniosité humaine. Des qualités qui transcendent les frontières et les siècles. Mais elles sont aussi une invitation à déconstruire les récits dominants, à embrasser pleinement la diversité qui forge nos sociétés et à bâtir un avenir où chaque voix trouve sa place, où chaque héritage est célébré. Être européen aujourd'hui, c'est comprendre que nos histoires sont tissées ensemble, que nos différences sont des forces et que la richesse culturelle n'a jamais été l'apanage d'un seul peuple. C'est aussi reconnaître que l'héritage afro-descendant est un pilier essentiel de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Alors, continuons d'explorer, de questionner et surtout de raconter. Parce qu'en racontant, nous préservons, nous transmettons et nous guérissons. Merci d'avoir partagé ce moment avec Djelia. N'oubliez pas, nous sommes les gardiens de notre héritage et les architectes de demain. Djelia, notre histoire, notre héritage. Djelia, 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 Djelia.